Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui on va parler de Winnie l'ourson et surtout de pourquoi est-ce que les personnages dans Winnie l'ourson seraient en fait des représentations de différentes pathologies psychiatriques. Alors vous l'avez peut-être lu quelque part parce que c'est sorti dans une étude ou en tout cas une analyse plus qu'une étude de Shi et associés. C'était en l'an 2000 il me semble. Donc c'est quelque chose qui date quand même déjà un petit peu. Et je suis retombé là-dessus et j'ai trouvé que c'était intéressant de ressortir cette analyse et puis de vous la transmettre au travers de cet épisode. Dans cette étude, eh bien, ils se sont penchés sur les différents personnages présents dans Winnie l'ourson et dans leur analyse, eh bien, ils faisaient l'hypothèse qu'en fait, ces personnages représentaient chacun des troubles psychiatriques. Donc, je vais vous les présenter et donner quelques exemples et puis peut-être qu'on va un peu divaguer sur ces différentes problématiques. Et petite précision, eh bien, l'auteur de Winnie l'ourson n'a lui-même pas forcément parlé de ça. C'est ces chercheurs-chercheuses qui ont ensuite analysé son œuvre de cette manière. Donc, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas discuter de ça avec l'auteur de Winnie l'ourson car il est décédé. Mais voilà, c'était pas forcément intentionnel de sa part, ou peut-être que ça l'était, mais il nous l'a pas dit. Voilà, donc petite précision pour les fans de Winnie l'ourson parmi nous. Alors, on va commencer par le protagoniste principal de ce dessin animé, qui n'est nul autre que Winnie l'ourson. Alors, dans l'analyse de ces chercheurs, eh bien, ils ont observé et du coup mis deux diagnostics sur ce pauvre Winnie l'ourson. Alors, le premier, alors c'est en anglais, c'est ADHD, donc en français, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, dans le cas de Winnie l'ourson, il précise inattentive subtype, donc voilà, c'est vraiment le problème d'attention chez lui, pas forcément d'hyperactivité. Et puis, ils lui ont aussi diagnostiqué un potentiel OCD. Ça veut dire Obsessive Compulsive Disorder, ou en français, un trouble obsessionnel compulsif, donc un TOC. Dans l'axe 2 du diagnostic, eh bien, ils lui ont diagnostiqué un Borderline Intellectual Functioning. Et puis c'est marqué Very Little Brain. Donc ça veut dire qu'il pense qu'il a un espèce de retard mental, en tout cas un QI très faible à cause de son tout petit cerveau. Et puis finalement, dans l'axe 3, eh bien, il pointe du doigt son régime alimentaire qui n'est vraiment pas très équilibré. Et découlant de ce régime peu équilibré, une obésité, et même ils vont jusqu'à parler de binge eating. Car en effet, eh bien, Winnie l'ourson, il présente différents comportements qui peuvent faire penser à tout cela. Alors en effet, le binge eating, donc c'est le fait de faire de l'hyperphagie, c'est-à-dire qu'on mange des quantités énormes de nourriture sans qu'on aille compenser ça par des vomissements ou par de l'effort physique ou comme ça. Donc ça, bah oui, Winnie l'ourson, il adore le miel et plein d'autres choses, donc il mange beaucoup et puis il a une forte corpulence. Alors, ça reste un ours, donc c'est normal pour un ours d'être corpulent. Mais voilà, donc eux, ils ont mis ces différents diagnostics. Et puis alors, par rapport aux troubles de l'attention, eh bien, en effet, Winnie, il se laisse facilement distraire par ses envies de miel. Il n'a pas une attention très focalisée. C'est pas lui qui mène forcément la bande, c'est pas lui le cerveau. Donc, il est très amical, très jovial, mais il a ces différentes problématiques. Alors le deuxième personnage dont ils parlent dans leur étude, eh bien, c'est Porcinet. Alors Porcinet, eh bien, c'est le meilleur ami de Winnie l'ourson. Il est petit, timide, souvent assez craintif. Et puis, alors, ce qu'ils lui ont diagnostiqué, eh bien, c'est un trouble de l'anxiété généralisée. Car en effet, Porcinet, eh bien, quand on l'observe, il a tendance à toujours anticiper, toujours voir le mal partout, le scénario catastrophe, etc. Il est très anxieux, très apeuré. Et ça peut faire penser, ben voilà, à un trouble anxieux. Alors là, ils ont décidé que c'était généralisé parce que ça peut se porter un peu sur n'importe quelle thématique. C'est pas seulement dans certains contextes, c'est un peu sa manière de penser, de voir le monde. Il a tendance à le voir comme quelque chose de plutôt dangereux, où il faut faire attention. Ça pourrait être un peu la phrase qui résume tout, c'est « il faut faire attention ». Le troisième personnage qu'ils ont analysé dans leur étude, eh bien, c'était Bourriquet, l'âne dans Winnie l'ourson. Eh bien, Bourriquet, lui, il est plutôt toujours triste, très mélancolique. Il a l'air toujours très déprimé et sans trop de surprise, eh bien, en effet, dans l'étude de ces chercheurs, eh bien, ils lui ont diagnostiqué un trouble dysthymique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une sorte de dépression un peu moins intense, mais qui est beaucoup plus chronique,
qui dure dans le temps. En contraste d'une dépression majeure où c'est vraiment un état qui n'est pas forcément chronique, mais un état où c'est très intense, où les symptômes sont très forts, mais pas forcément pendant très longtemps. Eh bien, la dysthymie, eh bien, c'est plus un état qui dure dans le temps et puis une sorte de dépression chronique, si je dois résumer. Au niveau de l'état général de Bourriquet, eh bien, ils font état d'une amputation traumatique de la queue. On voit toujours Bourriquet qui a sa queue avec un clou qu'on lui a remise. Et voilà, alors est-ce qu'il pose ça comme hypothèse à l'origine de cette dysthymie? Je ne sais pas. Ça pourrait. Néanmoins, ça ne justifierait pas forcément cette dysthymie. Car ça, c'est important. Je fais un petit aparté. C'est pas les événements en eux-mêmes qui déclenchent des troubles psy. Parce que pour un même événement, une personne va avoir de la résilience, c'est-à-dire qu'il va réussir à avancer malgré ça, et puis à surpasser le traumatisme. Il y a des personnes même qui vont voir leur satisfaction de vie augmenter après un trauma, qui vont réussir à sublimer ça malgré le fait qu'ils aient pu vivre des choses très difficiles auparavant. Et d'autres, ma foi, qui vivent un traumatisme et que ça détruit, entre guillemets, que ça impacte à vie, où on va avoir une diminution de la satisfaction de vie. Donc ça, c'est important, c'est qu'il y a les faits, mais après, on a toujours le choix de comment on décide de percevoir ces faits et comment on décide d'y réagir. Et ensuite, donc c'est pas notre vie qui détermine comment on va se sentir et ce n'est pas notre passé qui détermine notre avenir. Quand bien même, il y a des influences, mais ces influences, eh bien, elles peuvent nous aider à aller beaucoup moins bien, comme à aller beaucoup mieux. Il y a également Coco Lapin, qui est passé au crible du diagnostic psychopathologique. Et alors, pour Coco Lapin, eh bien, ils lui ont trouvé un trouble de la personnalité narcissique. Et puis, c'est notamment quelque chose qui vient probablement de sa tendance à être très imbu de lui-même, à avoir plein de croyances, de pensées sur le fait qu'il a plein de relations importantes dans d'autres espèces d'animaux notamment. Et puis, on remarque qu'il a toujours besoin d'être le leader, d'organiser les groupes, etc., d'être la personne qui gère le groupe. Alors, c'est ça qui explique qu'ils lui ont donné ce diagnostic du trouble de la personnalité narcissique. Et puis finalement, eh bien, le dernier personnage qu'ils ont analysé, eh bien, c'était Tigrou, le tigre dans Winnie l'ourson. Alors Tigrou, eh bien, au niveau de sa personnalité, il est toujours super enthousiaste, impulsif, plein d'énergie. Et puis alors, dans cette étude, ils l'ont également diagnostiqué avec un trouble de l'hyperactivité, avec un trouble de l'attention, avec hyperactivité cette fois. Contrairement à Winnie l'ourson qui n'avait pas l'hyperactivité, eh bien, cette fois, Tigrou, lui, il est toujours en train de sauter dans tous les sens, etc. Et c'est ça qu'ils lui ont diagnostiqué. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de tout cela si on le rapporte à nous et à notre vision de la psychopathologie? Je dois avouer que j'ai fait cet épisode parce que je trouvais ça drôle, l'analyse qu'ils avaient faite. Et puis, je trouve ça toujours intéressant d'essayer de voir dans ces dessins animés ou dans d'autres œuvres quels sont les messages peut-être cachés. Alors là, à nouveau, on ne sait pas. Est-ce que c'était ça qui a voulu être transmis ou est-ce que c'est une interprétation, voire une surinterprétation du public, des chercheurs dans ce cas-là? Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que moi, je peux avoir souvent de la peine avec les diagnostics. D'ailleurs, je travaille pas du tout avec le manuel diagnostic. Je les ai en tête parce que j'ai appris ça durant mes études, mais j'ai de la peine avec ces catégories parce que je trouve que les diagnostics ont plutôt tendance à nous enfermer dans des cases avec des étiquettes, avec le risque qu'ensuite on justifie plein de comportements et d'attitudes, etc. de par notre diagnostic. C'est un peu le fameux « je suis HP, donc j'ai un TDAH, donc je suis déprimé, donc ». Et puis on va justifier plein de choses. Et ça, c'est très problématique et même souvent, eh bien, ça empêche les gens de vraiment avancer dans leur chemin de guérison ou d'amélioration parce qu'ils sont trop cantonnés à leur identité quelque part pathologique. Donc moi, j'ai beaucoup de peine avec la surpathologisation des comportements, de nos vécus. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut débattre parce que, voilà, où se trouve le normal, le pathologique? Ça va d'ailleurs être le sujet d'un prochain épisode de ce podcast parce que, voilà, comment on décide où ça reste normal et à partir de quand c'est pathologique. Et là, les exemples donnés, eh bien, c'est des très bons exemples. À partir de quand est-ce qu'on passe d'une personne qui est énergique à tout d'un coup un trouble de l'hyperactivité? Où est-ce qu'on met le curseur? Pareil pour l'attention. Qu'est-ce que c'est d'avoir un trouble de l'attention? Où est-ce qu'on met ce curseur-là? Et puis surtout, d'où vient le manque d'attention? Si je fais un parallèle avec maintenant, voilà, est-ce que c'est un problème qu'on a à l'intérieur de nous ou bien ça vient d'une utilisation excessive des écrans, de ce qu'on mange? On sait qu'il y a des conservateurs notamment qu'il faut éviter lorsqu'on a un trouble de l'attention parce que ça peut créer ça, des troubles du microbiote,
etc. Eh bien, tout ça, ça peut amener à des problèmes attentionnels. Et c'est pas qu'on a un trouble de l'attention, c'est juste le symptôme. C'est un petit peu ce qu'on pourrait critiquer dans ce genre d'études ou de surinterprétation peut-être, c'est qu'on prend plein de comportements qui peuvent être tout à fait normaux et puis on va les pathologiser et puis mettre un diagnostic dessus. Donc cet épisode, eh bien, c'était un effort intellectuel et je voulais aussi faire plaisir aux personnes qui ont pu regarder Winnie l'ourson par le passé. Alors j'espère que je vous ruine pas votre dessin animé d'enfance, c'est pas le but, mais ça donne une autre vision de ce dessin animé. Et puis justement, ça peut ouvrir la réflexion de qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique, est-ce qu'on doit pathologiser certains comportements, et en tout cas faire attention à cela. Donc je vous inviterai à vous abonner évidemment sur cette chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes, surtout celui où je vais parler de la différence entre le normal et le pathologique. Ça alimentera cette réflexion qu'on débute aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, eh bien, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Abonnez-vous, laissez des évaluations sur Spotify, sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Laissez-moi vos commentaires, ça me fait super plaisir. Et puis, ça me permet de faire grandir ce podcast. Donc, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.